Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. La princesse Stéphanie, présidente de l'association Fightheads Monaco, nous a accordé un entretien exceptionnel à cette occasion. Elle, qui est aux avant-postes de ce vaste combat, nous expliquera pourquoi il faut continuer à médiatiser cette cause que la pandémie de Covid-19 pourrait occulter. La thématique de la réduction des déchets qui a été au cœur d'une semaine européenne a trouvé un prolongement à l'école de Fontvieille, où des actions de sensibilisation ont été menées par la Fondation Prince Albert II. Nous nous y rendrons. Le rapport 2019 de la Commission de contrôle des informations nominatives vient d'être rendu public. Quelles sont les missions de la CCIN? Comment fonctionne-t-elle? Qui peut la saisir? Et plus généralement, comment mieux protéger nos données personnelles? Le président de la CCIN, Guy Magnan, répondra à toutes ces questions. La suite de notre série de portraits consacrés aux chercheurs du Centre scientifique de Monaco. Nous suivrons aujourd'hui Mélanie Billot, doctorante, qui a intégré l'équipe écosystème et immunité du CSM. Dans l'adversité, le navire Grimaldi Forum tire le cap alors que la période est très calme et peu propice à l'organisation de manifestations. Le centre de congrès vient d'inaugurer une nouvelle terrasse près de l'espace Ravel, un nouvel élément d'attractivité. C'est le principal titre donc de ce journal. La journée mondiale de lutte contre le sida ne peut pas être mise en lumière comme les années précédentes à travers plusieurs célébrations. Mais il n'en reste pas moins que cette cause ne doit pas être oubliée. La princesse Stéphanie, présidente de Fightheads Monaco, est notre invitée. Bonsoir Altesse. Bonsoir. C'est une année particulièrement compliquée et c'est dans ce contexte que l'on célèbre la Journée internationale de lutte contre le sida. La crise de la Covid-19, malheureusement, risque de faire oublier certaines causes comme celle-ci. Je pense, oui. De toutes les manières, même avant le Covid-19, le VIH n'avait pas l'attention qu'il méritait. Le VIH sévit et contamine chaque année un grand nombre de personnes encore à travers le monde, mais on n'en parle plus et c'est devenu quelque chose, toujours tabou évidemment, mais qui n'attire pas l'attention et la considération des gouvernements ou des personnes. Donc là, en plus, avec la pandémie internationale, c'est complètement pas d'actualité et oublié, quoi. Oui, et pour les personnes atteintes par le VIH-Sida, il y a toujours cette problématique de l'exclusion. C'est décuplé en période de crise sanitaire avec l'isolement nécessaire pour se protéger de la maladie. Ben oui, et notamment pour nos affiliés qui ne peuvent plus venir à l'association pour passer une après-midi ensemble ou faire des activités ensemble. On ne fait plus de sorties pour eux. Donc ils sont déjà isolés de par leur maladie et maintenant encore plus isolés avec les histoires de confinement et tout ça. Et en plus avec la crainte, étant donné que médicalement eux ont déjà leur système immunitaire qui est très très affaibli, ils sont à risque et c'est encore une deuxième épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Donc c'est terrible psychologiquement et socialement pour eux, très très difficile. Comment allez-vous célébrer cette journée de votre côté? Des événements tels que les courtes pointes ou Test in the City ne peuvent pas avoir lieu, mais les bénévoles de Fightheads seront au travail le 1er décembre. On fait comme on peut, on a essayé de tourner les choses dans tous les sens. On fait un événement avec la Croix-Rouge pour l'élimination d'un sapin, pour essayer de récolter un peu des fonds pour Fightheads. Mais les bénévoles sont toujours là et sur le terrain et voilà. Mais bon, on est victime comme tout le monde de cette terrible pandémie et je pense qu'il faut juste être patient et raisonnable pour pouvoir faire après plein de belles choses. L'illumination du sapin, ce sera le 4 décembre sur le port. Alors il y a bien évidemment une difficulté importante en cette période, c'est la mobilisation des donateurs, la collecte de fonds pour faire fonctionner l'association. On a dû tout annuler, donc c'est vrai que maintenant c'est que la générosité des personnes qui veulent bien nous aider à continuer et que la maison de vie puisse continuer de fonctionner à Carpentras et qu'on puisse continuer à aider énormément de personnes, malheureusement trop toujours. Et je voudrais aussi féliciter l'équipe Fightheads qui s'est très très bien défendue lors de la no finish line virtuelle. On est des champions et voilà, comme quoi
Et ben, même malade, avec le moral dans les chaussettes, eh ben, on arrive à faire de grandes choses. Oui, Voilà. les causes se croisent. Ce qu'il est important de rappeler, et c'est peut-être aussi un argument majeur pour mobiliser le plus grand nombre, c'est qu'avant la crise de la Covid, la recherche et la lutte contre le sida avaient considérablement avancé. Il n'y a pas eu d'effort vain. Non, les choses avancent maintenant qu'on voit que les traitements sont... une personne qui prend les traitements maintenant pour le VIH n'est plus contaminant. C'est déjà une grande avancée et la recherche continue. Mais bon, la seule vraie chose qu'on ait entre nos mains, c'est de se protéger et d'être prudent. Et voilà. Et de toute façon, on doit se protéger partout maintenant. Donc voilà. Au début de cet entretien, vous nous avez dit que la lutte contre le sida n'a peut-être pas la place qu'elle mérite dans les médias. On n'en parle peut-être pas assez. Vous y avez contribué à Monaco. Mais aujourd'hui, l'accent doit être mis où? Sensibilisation, prévention, traitement, ou c'est une lutte globale? Je crois que ça a toujours été une lutte globale et là-dedans, je crois que le plus important, c'est l'information. Il y a encore tellement de gens, alors que le sida a plus de 40 ans, qui sont mal informés et qui ne connaissent pas, ou rien presque, ou rien sur le VIH et ses modes de transmission, les traitements. La preuve en est qu'il y a encore énormément de discrimination et de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Et puis il y a enfin, je sais, une chose dont vous êtes particulièrement fier. En ce 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida, vous êtes fier de la façon dont votre petit pays, Monaco, s'est mobilisé au cours des dernières années. Ah ben oui, je suis tellement fière. Monaco fait beaucoup plus que des grandes nations pour le VIH. Et ça depuis des années. Et c'est plus tabou à Monaco maintenant. Ça n'a pas été facile, on s'est battu voilà, pour faire voilà, ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux, ouvrir les âmes. Et aussi les portefeuilles, c'était très bien aussi. Mais je crois que oui, non, je suis très fière de la mobilisation. Et bravo Monaco, il faut continuer comme ça. Bravo Monaco. Altesse, merci d'avoir répondu à notre invitation ce 1er décembre. Merci. Christine Datomel nous a rejoint pour évoquer les autres informations du jour, à commencer par la tenue de la première réunion du Conseil de l'environnement. Oui, Patricia, un premier conseil qui a rempli pleinement son rôle en émettant des avis éclairés et collégiaux sur des projets de réglementation environnementale importante pour la principauté afin d'assurer la pleine efficacité du Code de l'environnement. Alors, à l'ordre du jour de cette séance inédite, la gestion des déchets et leur réduction à la source, la qualité de l'air, l'aide à la production d'énergie photovoltaïque ainsi que l'aide à l'isolation des toitures. Comment soutenir le Téléthon cette année ? Eh bien, il suffit tout simplement de décorer vos balcons, de porter quelque chose de jaune, de faire résonner l'hymne du Téléthon par exemple, ou encore d'allumer une lumière comme promesse de don. Des drones filmeront les différents quartiers et le quartier le plus illuminé du Téléthon sera ensuite élu. Alors, si vous souhaitez vous aussi décorer vos balcons avec une banderole du Téléthon par exemple, il suffit de composer le 97 77 36 37. Et puis la sortie du nouveau jeu vidéo 100% monégasque. Oui, les fans du jeu vidéo Shenmue pourront retrouver son univers avec un nouvel opus qui vient de sortir. La société Shibuya Productions présente Twin Mirror. Sam, un homme de 33 ans qui se remet d'une rupture amoureuse, retourne dans sa ville natale en Virginie pour assister aux funérailles de son meilleur ami. Déprimé et amer, il se sent à la fois abattu et sans repère, sans aucun souvenir de la nuit précédente et avec une chemise ensanglantée comme seul indice. Il est temps pour Sam de découvrir la vérité. Nous évoquions la première réunion du Conseil de l'environnement à Monaco. La Fondation Prince Albert II et la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports travaillent de concert afin de sensibiliser les plus jeunes à la question environnementale. Des sessions d'information sont organisées, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Vanessa Dessy et Serge Prémont avec des élèves de CM2 de l'école de Fontvieille. Les enfants peuvent prendre chaque jour de petites habitudes écologiques qui ont toute leur importance puisqu'ils sont les acteurs de demain. Dès leur plus jeune âge, la principauté leur permet de se connecter à leur environnement afin de devenir de parfaits éco-citoyens. Cette année, de nombreux projets sont nés du partenariat entre la Fondation Prince Albert II et la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. À la rentrée scolaire, nous avons pu remettre à chaque élève des classes de primaire les cartes des objectifs de développement durable.
qui ont été conçus spécialement pour le jeune public, où en 5 actions par objectif, puisqu'il y en a 17 fixés par l'ONU, les enfants et leurs familles ou leur classe, leur école peuvent s'engager pour essayer à leur niveau de répondre à ce défi. Les enfants se sentent très concernés par toutes ces actions. Curieux, ils posent de nombreuses questions afin de mieux comprendre et assimiler les bons gestes. Et je dois dire que j'ai été impressionnée par la classe de CM2 de l'école de Fontvieille, parce que vous avez vu qu'on voit, ils sont très spontanés, ils répondent avec beaucoup d'aisance, ils sont très concernés par tout ce qui touche à l'environnement et au respect de la nature. À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, chaque enfant repart avec son petit cadeau Biopack. Il s'agit d'un film alimentaire écologique en tissu de coton biologique, imbibé d'un mélange 100% naturel à base de cire d'abeille qui permet de conserver les aliments et de rendre le tissu lavable et réutilisable, une alternative au film alimentaire en plastique. La commission de contrôle des informations nominatives vient de publier son rapport d'activité pour l'année 2019. Elle est au service du plus grand nombre pour assurer le respect des droits fondamentaux de chacun dans le domaine des informations nominatives. Pour mieux comprendre ses missions, le président de la CCIN a répondu à notre invitation. Bonsoir Guy Magnan. Bonsoir madame. Tout d'abord, pour bien contextualiser les choses, quelles sont les missions de la commission de contrôle des informations nominatives ? Écoutez, je crois que la principale mission de la commission consiste à veiller au respect des libertés et droits fondamentaux dans le domaine de la protection des données personnelles. Qu'est-ce que l'on entend par veiller à l'utilisation qui est faite des informations personnelles ? Chacun dispose d'un certain nombre de données et il s'agit de veiller à cette protection pour la commission. Mais concrètement, pour bien comprendre, quand et comment nos informations personnelles peuvent-elles être dévoyées ? Il s'agit de faux profils qui apparaissent sur Internet, sur des mentions qui ne sont pas conformes à la vérité, de la dérégulation, ça peut concerner beaucoup de domaines. Plus que jamais, ce que chacun doit avoir en tête aujourd'hui, ce qu'il est important de souligner, c'est que chacune de nos activités sur Internet laisse des traces. Les données personnelles apparaissent de plus en plus, elles sont nombreuses et elles peuvent porter atteinte à chaque individu, d'où la nécessité de veiller au respect de ces données. Comment fonctionne cette commission et qui la compose ? Alors à l'heure actuelle, 6 membres composent cette commission. Ces 6 membres ont été nommés par le souverain pour une durée de 5 années. Et différentes autorités de la principauté ont fait des propositions au souverain, ont fait chacun la proposition d'un nom. Qui peut faire appel à vous et dans quel cas de figure ? Nous pouvons être approchés par n'importe qui considère que nous devons veiller à la protection de leurs droits. Il en est ainsi notamment des plaintes que nous recevons. Vous venez de publier le rapport d'activité pour 2019 de la CCIN. Quelles en sont les grandes lignes ? Nous avons enregistré près de 5700 traitements qui ont été donc notifiés à la CCIN et au titre des plaintes dont je faisais mention à l'instant, nous avons enregistré près de 25 plaintes contre 15 pour l'année précédente. Quel type de droits avons-nous sur les informations que nous communiquons indirectement ? Chacun d'entre nous a la possibilité d'avoir la maîtrise des informations qui nous concernent. Et parmi les droits dont nous disposons, il y a celui de donner l'autorisation d'exploiter nos propres données. Et ça, la notion de consentement est très importante en matière de données personnelles. Comment parvenir à faire supprimer des données que nous ne voulons plus rendre publiques ? Lorsque nous faisons mention de ces données sur les réseaux, veillez à utiliser des mots de passe les plus complets possibles pour éviter que l'on puisse
passer à travers ces mots de passe. Les traitements des plaintes que vous recevez peuvent aller jusqu'au pénal? Absolument, absolument. Et cela a été le cas d'ailleurs l'année dernière, mais j'ai moi-même la possibilité de transmettre au procureur général certains dossiers. J'en ai même l'obligation. Ces plaintes ont abouti, il y a eu des condamnations parce que j'imagine que cela doit être difficile de remonter le fil d'Ariane sur Internet. Effectivement, ce n'est pas toujours très simple, mais oui, il peut arriver qu'il y ait des condamnations. Guy Magnan, président de la CCIN, merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous ont permis de mieux comprendre le rôle et les missions de cette institution. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Nous allons à présent poursuivre notre série de portraits de chercheurs du Centre scientifique de Monaco. Coup de projecteur aujourd'hui sur une jeune doctorante qui se consacre à la biologie marine. Après avoir fait ses études à l'université Côte d'Azur à Nice, c'est avec un master en poche que Mélanie Billot a rejoint les rangs de l'équipe du CSM à Monaco, une équipe qu'elle considère aujourd'hui comme sa seconde famille. La biologie marine, une passion dans les gènes et qui vient de l'enfance. J'ai grandi en fait dans une famille qui était passionnée par l'aspect marin, par la plongée, par tout ce qui est recherche maritime. Donc c'était un peu logique, on va dire, dans un sens. Et j'ai toujours été aussi passionnée par la recherche. Quand j'étais petite, j'avais des kits de recherche, voilà, pour pouvoir faire des petites expérimentations, pour pouvoir observer, par exemple, sous un microscope. Il y a des petits microscopes en fait pour les jeunes, pour pouvoir observer tout ce qui est poils, ou même genre des plantes au microscope. Donc c'était vraiment une passion de petite. Les changements climatiques provoquent le réchauffement et l'acidification des océans, ce qui entraîne leur détérioration, mais également l'émergence de nouvelles bactéries. Le développement de résistance contre les antibiotiques constitue un réel problème en santé publique. C'est pourquoi aujourd'hui, les recherches de la jeune femme portent sur une bactérie marine que l'on retrouve dans les mers du monde entier et qui est pathogène pour l'homme. Elle peut infecter l'homme, soit par ingestion, donc de fruits de mer qui sont peu ou pas cuits, mais aussi par tout ce qui est blessure, donc une coupure dans l'eau. Et elle va causer les plus grosses gastro-entérites qui sont connues au niveau mondial. C'est là en fait toute l'importance d'étudier en fait ces facteurs de virulence et ses effets sur l'humain, du fait qu'elle est devenue mondiale, sa distribution est mondiale. Un article portant sur l'effet des conditions environnementales sur la pathogénicité de cette bactérie devrait voir le jour très prochainement. En attendant, Mélanie Billot poursuit ses recherches dans son laboratoire au CSM, des recherches essentielles pour les médicaments de demain. Un point information pratique et ludique avec Chrisinda Thomel. L'exposition Artifice instable, histoire de céramique qui se tient actuellement à la Villa Saubert est prolongée jusqu'au 21 février. Et sachez que jusqu'au 3 janvier, l'entrée sera libre et gratuite tous les jours. Une belle manière donc de célébrer la culture et ses fêtes de fin d'année. Une exposition qui présente plus de 200 pièces. Et qu'en est-il de la 114e édition du tournoi de tennis de Monte-Carlo qui doit avoir lieu au printemps prochain? Eh bien, Patricia, l'ouverture de la billetterie qui était prévue pour le 30 novembre a été reportée au mardi 19 janvier. L'équipe du Rolex Monte-Carlo Masters est au travail pour que le tournoi 2021 puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, mais tout en respectant bien sûr l'évolution sanitaire. C'est pourquoi les modalités seront communiquées très prochainement. En attendant, vous pouvez suivre la page officielle Facebook du Rolex Monte-Carlo Masters ou consulter régulièrement le site internet www.rolexmontecarlomaster.mc. Et puis, une jolie initiative des amis du musée océanographique. Oui, si je vous dis, Patricia, que vous pouvez dorénavant déposer une méduse ou un requin au pied du sapin de Noël, ou encore offrir un hippocampe ou un poisson clown en cadeau d'anniversaire, eh bien, c'est possible. Vous pouvez dès à présent parrainer un poisson pour sauver l'océan. La procédure d'adoption est simple. Il suffit de sélectionner une espèce sur 5 proposées pour devenir le parrain ou la marraine engagée d'un poisson des aquariums. Les bénéfices seront reversés au programme d'aide aux aires marines protégées de Méditerranée et aux aquariums du musée. Alors, si vous voulez vous aussi adopter un poisson, il suffit de vous rendre sur le site www.amidumom.com.
Et s'il est un lieu qui ne ménage pas ses efforts pour se préparer au mieux à la reprise lorsque la pandémie de Covid-19 se fera moins menaçante, c'est le Grimaldi Forum. L'activité est aujourd'hui considérablement ralentie, mais le centre de congrès monégasque en a profité pour se parer d'une toute nouvelle terrasse le long de l'espace Ravel. Le reportage de Fabien Bonilla et Orazio Gagino. Le centre de congrès et de culture de la Principauté se dote d'une nouvelle terrasse. Livré cet automne, un espace complémentaire en extérieur permettra à la clientèle du Grimaldi Forum de profiter davantage de la destination Monaco, de son climat méditerranéen et de son ensoleillement, 300 jours par an. En revanche, pas le jour de l'inauguration où un crachin indésirable est venu s'inviter. Cette terrasse, elle est très importante pour nous. C'est un atout commercial essentiel parce que les travaux de Maréterra nous privent d'une vue, définitivement, d'une vue sur mer depuis l'esplanade. C'est d'abord un espace qui va du coup permettre d'aérer. Et vous savez que dans ce temps de crise sanitaire, c'est très important pour les clients de voir que cet espace est ouvert. Ensuite, parce que les clients vont pouvoir sortir, ils vont pouvoir véritablement avoir une extension de l'espace Ravel. C'est quelque chose qui nous est demandé finalement depuis 20 ans et qui a une logique toute naturelle pour le Grimaldi Forum. Située sur le flanc du bâtiment côté mer et souvent sur la promenade qui la longe, cette terrasse permettra d'aménager des espaces dédiés au lounge, à des réunions de travail ou encore des cocktails en plein air pouvant accueillir, lorsque les conditions sanitaires le permettront, jusqu'à 800 personnes debout. Nous vous l'annoncions dès lundi, la tendance nuageuse se confirme du côté des cartes météo. Eh bien, mercredi, la matinée sera très nuageuse avec de la pluie, un temps couvert l'après-midi malgré quelques légères éclaircies. Du côté du thermomètre, il fera 5 degrés le matin et 8 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h44 et se couchera à 16h55. Mercredi, nous fêterons les Vivianes. Et pour oublier le gris du ciel, nous nous quittons sur une note joyeuse avec les photos de Mickaël Alési. Les préparatifs de Noël vont déjà bon train. Les décorations en tout genre n'attendent plus que vous dans les magasins de Monaco. Et vous le verrez dans notre édition de demain à travers un reportage sur les tendances de ce Noël 2020. Le retour à la nature est en vogue. Nous nous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info. Très belle et douce soirée à tous.